Eh bien, mesdames, messieurs, chers collègues, chers étudiants, monsieur le député, madame la directrice de la Fondation USMB, cher Grégoire, qui représente la faculté de droit, chers tous, bienvenue dans ce bel événement. On sent déjà un certain enthousiasme à discuter les uns et les autres et du sujet et de l'interdisciplinarité qui se joue dans ce bel événement qu'on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le campus de Jacob Belcombette. Je ne vais pas être long, je suis ici en représentation du Centre de recherche en droit Antoine Fabre, que j'ai l'honneur de diriger, et qui est ravi de voir se développer la recherche de notre collègue Christophe Broche sur des questions passionnantes comme celles qui nous intéressent aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, sur le lien social et le bien-être. Je paraphrase le titre de cette table ronde qui s'annonce passionnante. Je suis dans un domaine complètement étranger à ces questions, mais je suis confronté aux réseaux sociaux comme vous tous, et je m'interroge sur les problématiques qui se nouent sur des enjeux nouveaux et qui bousculent nos concepts, nos traditions. Je suis aussi un père, et là ça fera peut-être sourire certains, qui se posent énormément de questions sur l'exposition de ses enfants aux écrans et aux réseaux sociaux. Un mot s'il vous plaît, le Centre de recherche en droit Antoine Fabre, c'est 34 membres permanents, une vingtaine de doctorants sur des sujets divers. On se situe en droit privé, en droit public, en sociologie, en histoire du droit et histoire contemporaine. Et on est très proche de la faculté de droit qui est co-organisatrice de l'événement, avec aussi la Fondation USMB, et qui est représentée par son vice-doyen Grégoire Calais. Madame la doyenne s'excuse, elle ne pouvait pas être présente ce matin. On a l'honneur d'avoir le partenaire clé aussi de cet événement, sans lequel il n'y aurait pas la captation vidéo et une organisation du niveau que vous pouvez voir, Madame Deschamps, que je remercie sincèrement de venir représenter la Fondation USMB. Et je garde un petit mot pour Wafia Meguirech, que vous verrez au fond, qui est la gestionnaire administrative du centre de recherche et sans laquelle on aurait eu beaucoup de mal à parvenir à cette organisation. Vous avez promis que je serais bref. Monsieur le député, c'est un honneur de vous accueillir. Marine, Christophe, un plaisir de vous entendre. Je vous cède évidemment la parole et puis je vous souhaite une merveilleuse écoute et des débats aussi enthousiastes que ceux qui ont déjà commencé. Merci beaucoup. Merci Alexandre pour ces quelques mots. Bienvenue à tous pour cette table ronde dédiée à la communication. Alors la communication, comment cette communication peut être aujourd'hui plus qu'hier créatrice d'un lien social de qualité, créatrice de rapports apaisés entre les personnes. Donc pour réfléchir à cet ambitieux programme, nous avons le plaisir d'accueillir Arthur Delaporte, député du Calvados, et Marine Poxic, maître de conférence en psychologie. Alors je précise que, comme cela a été dit, que cet événement s'inscrit dans le cadre d'un projet sur les relations de voisinage, projet visant à réfléchir sur la problématique de la qualité de vie, de la santé mentale au sein des relations de voisinage. Il nous est apparu qu'au cours de nos recherches, nos échanges, discussions, que la question de la qualité de vie et du bien-être est liée à la qualité des liens que les personnes ont pu tisser entre elles et que la qualité de ce lien est directement impactée par la communication. Communication qui a un véritable levier, si ce n'est le levier le plus important pour le renforcement du lien social et de la santé mentale. Alors, les attentes ne sont pas les mêmes, évidemment, selon que la communication se fait au collège, au lycée, au sein d'une même famille, entre amis, à l'université, dans un quartier. Mais je crois que les mots ont ce même pouvoir que je trouve d'ailleurs joliment exprimé dans une chanson de Mylène Farmer qui s'appelle « Les mots » et dans laquelle on peut entendre le chanteur dire « We could kill a life with words », on peut tuer avec les mots, mais ce à quoi répond Mylène Farmer, et pour tous ces mots qui blessent, il y a ceux qui nous caressent, qui illuminent, qui touchent l'infini. Et je crois que les mots ont ce pouvoir de faire mal, très mal, mais ils ont également le pouvoir d'être source de bien-être, d'épanouissement dans notre société. Cet impact, il est évidemment exacerbé par le contexte actuel, comme vous le savez, le contexte d'hyper-communication, d'hyper-connexion. On va donc essayer de voir ce matin, ensemble,
comment, dans ce contexte actuel, il est possible de développer une communication qui soit propice à la création d'un lien de qualité, propice au bien-être entre les individus. Je vous propose dans un premier temps de solliciter nos deux intervenants, ensuite on prendra le temps pour des questions s'il y en a. Commençons par le commencement. Pourquoi avons-nous tant besoin de communiquer ? Alors pourquoi on a besoin de communiquer, c'est ça. Et la communication, du coup, c'est un des besoins psychologiques fondamentaux, puisque ça vient nourrir justement ce besoin de relation, en fait, de connexion, de proximité aux autres. Or, trois besoins psychologiques fondamentaux: le besoin de compétence, le besoin d'autonomie et puis le besoin de relation. Et en fait, dans ce besoin de relation, c'est là qu'intervient le rôle de la communication, justement pour construire, préserver, développer des relations sociales. Et cette communication, elle peut être verbale ou elle peut être aussi non verbale. Donc ça sera peut-être un des enjeux qu'on aura à discuter justement sur la modalité de la communication, et notamment en fait, l'utilisation de certaines plateformes qui vont limiter certains canaux de communication, comme la communication non verbale justement. Voilà, c'est déjà une première réponse. Alors, les plateformes et les réseaux sociaux, ils sont incontournables, Arthur Delaporte, aujourd'hui. Mais peut-être qu'on pourrait commencer par définir ce qu'est un réseau social, cette notion de réseau social. Alors merci pour l'invitation. Par ailleurs, ravi d'être parmi vous ce matin, et je remercie les élus notamment de la commune qui ont fait le déplacement pour m'accueillir. Et merci au département aussi d'organiser ça. Sur les réseaux sociaux, en fait, il y a plusieurs définitions des réseaux sociaux. Des définitions d'ordre juridique qu'on trouve au niveau européen, dans le Digital Services Act, par exemple, mais vous pouvez avoir des définitions qui sont légèrement différentes dans d'autres textes européens, par exemple le DMA, Digital Market Act, et vous avez finalement plutôt, moi, la réflexion que j'essaie de porter, c'est qu'est-ce que c'est que les réseaux sociaux? C'est les plateformes Internet sur lesquelles on va être, les réseaux sociaux en ligne. Parce qu'on a aussi des réseaux sociaux hors ligne, on est tous dans des réseaux sociaux, d'une certaine manière. Moi, j'ai fait de la sociologie des réseaux sociaux, où on regardait les interactions entre les individus. Qu'est-ce que c'est que des réseaux sociaux? C'est des espaces numériques où des individus vont interagir entre eux. Le problème, c'est que cette définition va évoluer, puisque de moins en moins, ces réseaux sociaux vont être une interaction entre des individus, mais entre des individus et des contenus. Et c'est ça l'évolution majeure des dernières années. Par exemple, si vous êtes sur TikTok, on va qualifier de réseau social, mais en fait vous allez être confronté à du contenu généré par des utilisateurs, vous allez interagir avec ce contenu, mais vous n'allez pas forcément interagir directement avec l'utilisateur. Notamment parce que votre interaction ne sera plus forcément la présence d'un pouce, d'un like ou d'un commentaire, mais ça sera simplement un temps de visionnage, par exemple, et l'interaction, ça sera la machine qui captera cette interaction, mais le producteur du contenu ne serait pas forcément averti en retour. Voilà, donc en fait, on perd cette notion de communication entre deux individus pour passer à une communication médiatisée par un contenu produit. Voilà globalement, pour essayer d'être extrêmement succinct, ce qui est pour moi en tout cas l'espace des réseaux sociaux, avec une domination de grandes plateformes qu'on connaît, pour citer quelques-unes. Donc Meta, c'est Instagram, Facebook, X, TikTok, et la question de YouTube, qui possède des fonctionnalités sociales. Parce que là, on va rentrer dans une ramification, mais parce que YouTube, à la base, c'est un service de vidéo en ligne, mais c'est pas forcément, donc c'est considéré comme un média, mais en fait, vous allez pouvoir vous créer des comptes, interagir avec les contenus, et finalement, les fonctionnalités de YouTube sont de plus en plus proches de celles des réseaux sociaux classiques, puisque les réseaux sociaux classiques eux-mêmes ont fait de l'expérience vidéo l'une de leurs manières d'être principales. Voilà un peu pour complexifier encore le sujet, et on pourrait même aller au-delà, puisque qu'est-ce que c'est que WhatsApp par exemple? C'est un système de messagerie privée a priori, mais depuis maintenant quelques années c'est de plus en plus des messageries de groupe, et même des channels, des canaux de communication où vous vous abonnez, mais vous n'interagissez plus forcément avec le contenu, vous recevez de l'information. Et vous pouvez interagir aussi éventuellement. Mais il y a une décision récente de la Commission européenne qui a considéré que cette partie-là de WhatsApp, la partie on va dire de canaux, était aussi une fonctionnalité de réseau social.
Et donc, une même application peut présenter des fonctionnalités de réseau social et des fonctionnalités de messagerie privée. Voilà pour essayer de faire simple tout en étant compliqué. Merci. Alors, une question que je me pose, c'est j'ai le sentiment qu'on communique différemment selon que l'on a la personne en face de soi, ou selon qu'on communique par écran interposé. Alors, il y a le mail, évidemment, il y a les SMS, il y a tous les réseaux sociaux. Peut-être y a-t-il une explication à ce changement d'attitude, à des comportements qui sont parfois un petit peu brutaux à travers lorsqu'on communique en distanciel. Marie? Je reprends le micro. Oui, en fait, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent expliquer les différentes formes de communication qu'on va adopter, notamment effectivement des communications qui peuvent être peut-être plus brutes ou sèches sur les réseaux que en face à face. Parmi les éléments auxquels je pense, il y a notamment la notion déjà d'asynchronie en fait, dans la communication, qui fait que lorsque je vais dire quelque chose à mon interlocuteur, sur les réseaux sociaux, j'ai pas forcément à gérer le retour direct émotionnel en fait de la personne. Donc je peux me dire ça je m'en occuperai plus tard, ou ça j'ai pas à le gérer en fait tout simplement. Alors que de visu, en fait on va avoir toutes les micro-expressions émotionnelles de la personne qui vont s'afficher alors que je suis en train de lui délivrer mon message. Et ça, c'est un aspect important puisque ce sont notamment ces micro-expressions qui me permettent de prendre en compte en fait l'état émotionnel de l'autre et qui vont donc contribuer notamment à l'empathie. Donc si je suis coupée de ces expressions-là, non verbales en fait, ça c'est plusieurs études qui l'ont montré, mais ça va être beaucoup plus difficile pour moi de faire preuve d'empathie, d'imaginer ce que l'autre pense ou ressent, en tout cas à ce moment-là de l'interaction. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, l'empathie, une des façons d'activer notre empathie, c'est d'avoir justement de visu en fait, ces micro-expressions, parce que mon cerveau va rejouer ces mêmes expressions en fait, au sein de mon esprit et puis dans mon corps. C'est ce qu'on appelle aussi la cognition incarnée. Et donc il va rejouer en fait ces mêmes signaux émotionnels, ce qui me permet du coup de mieux comprendre ce que l'autre ressent. Mais ça implique forcément d'avoir accès à ces signaux-là, ce que je n'ai pas du coup sur des messages qui vont être asynchrones ou en tout cas par messagerie interposée. Donc ça c'est un premier élément d'explication peut-être, et puis il y en a plein d'autres. Je pense notamment à un chercheur qui a modélisé un petit peu tous les éléments qui peuvent contribuer à ça. Donc il parle par exemple de l'anonymat, bien sûr, qu'on a sur les plateformes, et qui va favoriser plus de comportements qui ne correspondent pas forcément aux normes sociales ou à une régulation émotionnelle que j'aurai dans la vie, dans des interactions en face à face. Je pense aussi au fait que sur les plateformes, on peut minimiser plus facilement aussi l'autorité. On a moins de contrôle en fait et de normes sociales qui sont visibles. Donc je peux minimiser un petit peu l'autorité perçue. Et puis je pensais aussi au fait que on va aussi avoir tendance à plus facilement imaginer ce que l'autre pourrait se dire, et donc à se créer en fait notre propre version de la façon dont la personne pourrait prendre ou réagir à notre message. Donc ça aussi c'est un des éléments qui peut expliquer notre façon de réagir. Mais si je reprends le contexte, le phénomène de l'asynchronie. Cette asynchronie, elle peut aussi favoriser plus d'impulsivité en fait, parce que si j'ai pas à gérer l'état émotionnel de l'autre, alors je peux me permettre en fait d'afficher plus facilement ou de manière plus extrême mes ressentis ou mes points de vue. Donc ça aussi, c'est un élément explicatif du fait que certains messages peuvent être plus émotionnellement chargés et moins régulés en fait. Arthur Delaporte, les réseaux sociaux, ils font partie pleinement de notre environnement. Difficile de communiquer aujourd'hui sans l'interface d'un réseau social, au sens large, j'entends. On sait qu'ils sont sous le feu des critiques, les réseaux sociaux. Mais on oublie peut-être aussi, on n'en parle pas trop, mais ils sont également bénéfiques. Ils peuvent être bénéfiques, ces réseaux sociaux. Oui, ils peuvent être bénéfiques. Je voudrais juste rebondir parce que
là, on se demandait quand même comment est-ce que ça devenait plus brutal. Donc là, on vient d'expliquer des mécanismes, on va dire, d'ordre sociologique et psychologique qui font qu'on peut être plus brutal. Moi, il y en a un qui me paraît important, c'est la question de l'anomie, c'est-à-dire en fait, on a l'impression que les normes qu'on applique, morale commune, voilà, dans l'espace public, ne s'appliquent pas sur les réseaux sociaux, au sens où en fait, il y a moins d'impact à ne pas respecter la norme, puisqu'on est anonyme, ou en tout cas, on n'a pas le jugement de l'autre en direct. Et ça, c'est quand même très important. Mais il y a aussi d'autres facteurs qui renforcent la brutalisation du message. C'est la conception même du réseau social. Parce que le réseau social, pour qu'il fonctionne, a besoin d'utilisateurs et d'argent. Et je vais quand même commencer par là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'est le modèle de tout ça? L'argent, c'est une économie de l'attention, c'est donc la manière dont on va capter les utilisateurs sur la plateforme, soit pour leur présenter de la publicité ciblée, soit pour revendre leurs données personnelles. Vous allez me dire quel est le lien entre ce modèle et la brutalité? Tout simplement, pour garder les gens sur la plateforme, il faut les choquer. Et donc, les réseaux sociaux vont présenter des contenus choquants qui vont maintenir l'attention des individus ou encourager des comportements violents et choquants, puisque c'est ce qui va rémunérer aussi les individus quand ils vont faire des vues. On fait des vues quand on a des contenus choquants. Et donc, ce modèle-là, économiquement, mais aussi algorithmiquement, valorise les contenus brutaux. Si on a une interaction pacifiée, là je pense que cette discussion fera évidemment des centaines de milliers de vues quand elle sera postée, si elle l'est sur YouTube, mais peut-être que le ton courtois, policé, n'est pas adapté à l'espace du réseau social. Si on avait commencé par des formules chocs, par des grossièretés, et bien là, oui, ça aurait marché sur les réseaux sociaux, parce que tout un chacun, parce que c'est pas que les autres, hein, c'est nous, on aurait regardé, on se serait dit, mais c'est quoi ce clash à l'université Savoie-Mont-Blanc? Voilà. Donc, les réseaux sociaux valorisent la brutalité intrinsèquement. Et s'il n'y a pas de couche de régulation, soit parce que la plateforme met en place, on va dire, des règles pour empêcher, soit modérer les contenus, soit soit réduire la viralité des contenus violents, et bien, dans ce cas-là, ça va avoir des effets d'amplification et de plus grande résonance. Voilà ce que je voulais ajouter en complément. Après, dire que les réseaux sociaux ne sont que brutalité, c'est faux. Cette vidéo policée et courtoise sera présente sur les réseaux sociaux et participera, peut-être, merci au financement de la fondation de l'université Savoie-Mont-Blanc, participera de la diffusion d'une parole éclairée, de l'esprit critique et de l'émancipation collective, en portant à la connaissance du plus grand nombre des propos qui, jusqu'ici, seraient restés dans des cénacles avisés. Et donc, il y a en effet, sur les réseaux sociaux, des facteurs d'amélioration du bien commun par la diffusion de la connaissance, par la diffusion du savoir, par le fait de rendre accessible et gratuit, ou du moins en apparence, des choses qui pourraient être payantes, la culture, notamment pour des personnes qui n'y auraient pas eu accès sinon, soit parce qu'elles étaient dans des situations d'isolement géographique, soit parce qu'elles étaient dans des situations de précarité sociale. C'est donc finalement là un vecteur qui me semble positif et qui rend plus complexe derrière l'idée de toute régulation. Parce que, on a parlé à l'instant de l'idée de la minimisation de l'autorité, mais en démocratie, le fait de considérer les citoyens comme égaux est aussi quelque chose de positif. Et donc, certes, les autorités institutionnelles établies, puissantes, assises derrière une tribune, dans un espace comme cet amphi, n'ont pas le même pouvoir, je veux dire, symbolique que tout le monde. Et c'est vrai que sur un espace de réseau social, si on était dans une vidéo Zoom, la mise en scène de notre échange aurait beaucoup plus d'horizontalité. Et donc, du coup, notre parole serait moins efficace, au sens, elle serait moins descendante et surplombante. Mais, pour autant, on peut considérer aussi que chacun peut, grâce aux réseaux sociaux, avoir accès à une capacité d'exprimer librement ses opinions et de se forger par ailleurs librement ses opinions en sortant de cercles proches. Et donc ça favorise, l'éveil collectif, puisqu'on peut considérer qu'une démocratie est plus saine lorsqu'elle est plurielle. Voilà, maintenant,
cette considération a aussi ses limites. Et puis, je finirai sur un dernier point, parce que même si on est à la fac, dans un lieu de savoir, dans un lieu de débat, etc., c'est aussi un lieu de divertissement. Et donc, le loisir, la capacité de faire quelque chose de son temps libre, même si l'ennui a du bon, mais peut aussi être une fonction positive en société, puisque ça participe, on va dire, de notre bien-être aussi, que d'être en capacité de découvrir ou simplement de se distraire, de sortir de la difficulté du quotidien, parce que certes les réseaux sociaux sont dans des espaces de brutalité, mais finalement le monde social lui-même étant brutal, s'en évader parfois peut aussi avoir des effets positifs. Merci. Alors, c'est une table ronde dédiée à la communication, donc je pense qu'on se gardera de tenir des propos choquants, ce qui serait contre-productif. Alors, il y a une catégorie de la population qui est sensible, on le sait, aux réseaux sociaux, mais en même temps qui est très impliquée dans ces réseaux sociaux. Et pourquoi il y a des attentes particulières? Est-ce qu'il y a des attentes particulières des adolescents quant à la création de liens sociaux? Marie? Oui. Ta question me permet de rebondir aussi sur ce que disait Arthur juste avant. Alors, je crois qu'il marche. Oui, je crois que c'est bon. Merci. Sur les contenus qui vont être émotionnellement chargés, et comment est-ce qu'on explique aussi qu'on est très sensible à ça, et notamment que les jeunes le sont d'autant plus. Et ça va répondre aussi en partie à ta question. Parce qu'en fait, c'est une population qui est très vulnérable sur les réseaux et qui va être du coup aussi très attirée par ce genre de contenu parce que ils sont encore en cours de développement en fait et que leur cerveau n'est pas complètement mature finalement. Notamment le cortex préfrontal qui est la zone du cerveau qui va être responsable justement du contrôle, de la réflexion, de la prise de recul, ce qui explique pourquoi ils vont être aussi plus impulsifs. Et puis, on a le système émotionnel qui, lui, pendant cette période-là, va être très sensible et très actif. Donc, ils vont aussi réagir sur le plan émotionnel plus fortement à ces contenus. Et puis, ils vont avoir eux-mêmes besoin de réagir à leurs propres émotions de manière beaucoup plus rapide et impulsive. Donc, ça explique aussi leur forte sensibilité à ces contenus et la façon dont ils s'en emparent, en fait, tout simplement. Et donc ça c'est un premier élément de réponse, et puis après plus globalement, c'était ça un peu ta question je crois, sur l'identité en fait qui se construit. À l'adolescence en fait on va construire notre identité en testant en fait plusieurs identités. Donc ça c'est ce qu'on va faire dans les cercles sociaux qu'on a et dans différents contextes. On va pouvoir essayer de tâter un petit peu différentes formes d'expression, de construction, d'apparence. Et sur les réseaux, en fait, cette identité-là, elle est constante. Donc finalement, c'est ce qu'on appelle le développement d'un self qui serait un peu performatif, où en fait, je vais essayer de jouer un rôle. Et donc dans les différents contextes, ça s'y prête plutôt bien, puisque je vais pouvoir adapter mon rôle. Mais sur les réseaux, je vais construire un rôle qui est assez stable, en fait. Et la difficulté là-dedans, c'est que c'est à la fois un rôle qui va être stable, mais qui va être continu, c'est-à-dire que je n'ai aucune pause, puisque le réseau social me rappelle constamment en fait que je dois interagir, que je dois aimer ou liker ou visionner des choses. Donc j'ai aucune pause là-dedans, donc ça va contribuer à aussi beaucoup de stress et d'anxiété dans la construction de cette identité-là. Et puis, au fur et à mesure, en fait, cette identité, elle se construit par rapport à ce que j'imagine que les autres aimeraient voir chez moi, en fait, et pas forcément sur l'identité que j'aimerais construire sur la base de mes propres valeurs et normes sociales par rapport à mes proches, par exemple. Donc, dans la construction de cette identité, effectivement, ça va avoir un impact assez important. Et cette identité-là, elle s'explique aussi par le fait que c'est justement vers l'adolescence que va se diversifier un petit peu ce qu'on appelle nos figures d'attachement, donc qui initialement pendant l'enfance sont nos parents, ou en tout cas nos figures parentales qui vont prendre soin de nous, qui vont s'occuper de nous, qui vont nous réconforter, nous apaiser. Et en fait, à l'adolescence, on sait que ces modèles d'attachement plutôt sécures vont se diversifier. Et donc, en fait, à la période de l'adolescence, on va rechercher d'autres figures d'attachement. Donc, les réseaux sociaux permettent ça aussi, en fait, d'élargir encore plus
cette diversification et d'aller pouvoir rechercher dans les personnes qu'on va côtoyer sur les réseaux des potentiels modèles ou pairs en tout cas qui pourraient me servir d'attachement plutôt sécure. Bon, alors parfois c'est pas le cas et ça c'est ce qu'on observe aussi, c'est que les réseaux sociaux contribuent globalement plutôt à un attachement assez insécure et anxieux en fait, justement parce que c'est quelque chose qui va être constant et qui nous demande beaucoup d'énergie et de charge mentale aussi au quotidien. Alors, on parle beaucoup également de communication bienveillante aujourd'hui, communication positive, assertive. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur ça et sur le bénéfice de cette méthode de communication, sur justement la communication et le lien? Oui, alors oui, c'est vrai que il y a beaucoup de formations qu'on peut retrouver assez facilement sur Internet sur comment communiquer de façon efficace. Et il y a beaucoup de formations sur la communication bienveillante ou communication non violente qui préconisent, on va dire, un certain canevas de communication, donc qui va être d'expliquer objectivement les faits, puis de dire ce que ça nous a fait ressentir, puis d'exprimer un besoin si on en a, et ensuite de demander à notre interlocuteur s'il a bien compris ce qu'on était en train de dire. Donc ce canevas-là, c'est ce qui est du coup promu dans ces formations, dans la communication bienveillante. Néanmoins, on sait aujourd'hui que c'est pas forcément un mode de communication qui va être toujours adapté en fait. Dans le monde professionnel ou dans certains contextes, parler de ce qui s'est passé, puis de ce que ça m'a fait ressentir, puis de mon besoin, c'est pas forcément le canevas le plus adapté, et sur les réseaux, ça sera pareil. Donc il existe des formations pour apprendre à communiquer, mais qui n'ont pas forcément, en tout cas toujours l'étayage scientifique, je dirais, probant. Et puis, le point, je pense, le plus important à retenir là-dedans, c'est de pouvoir s'adapter, en fait. C'est la façon dont je sais m'adapter à mon interlocuteur, au contexte, et donc au support aussi de communication, et en l'occurrence sur les réseaux. Je ne vais pas adopter la même communication que lors d'une interaction en face à face. Merci. Alors, les réseaux sociaux, on l'a évoqué, ils peuvent être violents. On sait que, Arthur Delaporte, vous avez présidé la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les effets psychologiques de TikTok. Qu'est-ce qui est ressorti comme effet indésirable sur la santé mentale, alors de ce réseau social en particulier, mais peut-être qu'on peut généraliser à d'autres, mais c'est principalement celui-ci qui pose problème, semble-t-il. Alors, en effet, on a pris la TikTok comme l'exemple du réseau social qui va le plus mal, ce qui ne veut pas dire que les fonctionnalités qu'on observe sur TikTok et les dérives ne s'observent pas sur les autres. Par exemple, vous avez, hier, je regardais, on a projeté à l'Assemblée nationale un documentaire qui s'appelle Molly and the Machines, qui part de l'exemple d'une jeune fille britannique qui s'est suicidée parce qu'elle était exposée à des contenus d'incitation au suicide, notamment à l'automutilation sur Instagram ou Facebook. Et donc finalement, les problématiques que l'on observe sur TikTok ne sont pas spécifiques à TikTok. Si on doit distinguer TikTok du reste, il y a deux données qui ressortent. La première, c'est que c'est la plateforme sur laquelle les jeunes vont voir des informations qui sont les moins vraies, en tout cas les contenus qui sont les plus problématiques en volume. C'est pas forcément celle sur laquelle les jeunes vont le plus être. C'est Snapchat, qui est le réseau numéro 1, mais qui est plutôt utilisé comme une application de messagerie, en fait, d'envoi de photos entre pairs, et en façon secondaire comme un réseau social. Donc TikTok arrive même derrière Instagram en usage, mais la vraie spécificité, c'est le temps passé sur la plateforme. En fait, le potentiel addictif de TikTok est plus important que celui des autres plateformes, tout simplement parce que leur modèle algorithmique est plus efficace. Et ça, c'est vraiment et leur modèle aussi de fonctionnement de l'application est plus efficace, c'est ce qui a fait le succès de TikTok. Déjà, le défilement vertical ininterrompu de contenu. TikTok est le premier à l'avoir déployé. Aujourd'hui, c'est copié par l'ensemble des plateformes, et c'est eux les premiers. Le taux de rafraîchissement des contenus en fonction de votre état. En gros, TikTok va rafraîchir très régulièrement ces données pour identifier vos préférences du moment. Si hier, vous aviez envie de regarder des matchs de foot parce que vous êtes fan du PSG et que, si j'ai bien compris, c'était passé à Liverpool, vous avez eu pendant toute la soirée des vidéos de matchs.
Mais si aujourd'hui, en fait, vous vous intéressez, par exemple, je sais pas moi, aux températures excessives, et bien, en fait, très rapidement, il va l'identifier, il va il va se mettre à vous bombarder de contenu lié à la météo pour capter votre attention. Puis de temps en temps, il vous fait une respiration, il vous propose des contenus autres, et il voit comment vous réagissez. Et si vous réagissez par rapport à ces contenus, il va vous en projeter un peu plus. Voilà. Mais ça, c'est un système de profilage extrêmement efficace. Et donc, premier des effets, on pourrait se dire, c'est super, mais c'est que vous allez passer plus de temps sur l'application parce que vous allez voir des contenus qui, globalement, vous correspondent. Et puis, aussi, il y a un effet, comme c'est des contenus courts, vous allez en défiler beaucoup, donc vous allez prendre du plaisir aussi à ce défilement, à voir, donc ça c'est tout ce qu'on raconte autour de la dopamine, hein, mais à chercher une satisfaction par l'espoir de voir par la suite des contenus qui vous plairont. Donc on n'arrive pas à lâcher. On n'arrive pas à lâcher parce que si ça nous a plu, ça peut continuer à nous plaire, et donc on reste sur l'application. Et quand on regarde le temps passé sur TikTok, c'est l'application sur laquelle on passe le plus de temps quand on l'a installé et qu'on est jeune. Mais on va se dire pourquoi, quel est le problème, quels sont les effets en fait. Les effets, c'est de la perte, numéro 1, de sommeil. Puisque quel est le temps, quelle est la première des incidences quand on passe plus de temps sur une application? On ne va pas rogner sur ses activités professionnelles, ou en tout cas à la marge, parce qu'au bout d'un moment, si on ne travaille plus, ça devient compliqué. On ne va pas rogner sur ses besoins essentiels, à l'exception de l'un d'entre eux, qui est le sommeil. Donc on va passer, puisqu'on rentre chez soi le soir et on se met en pilotage automatique à 23h, et on se rend compte qu'il est 3h du matin et qu'on est toujours en train de scroller sur des contenus débiles. Alors évidemment, ça n'est arrivé à personne dans cette salle, mais ça arrive parfois aux plus jeunes d'entre nous. Et quelles sont les conséquences de tout ça? La perte du temps de sommeil, au-delà de se dire, je suis un peu fatigué le lendemain, c'est de la perte d'attention, c'est des difficultés de concentration, c'est des difficultés relationnelles et sociales, c'est des facteurs d'augmentation des troubles anxieux, dépressifs, etc. Et donc, du coup, c'est un cocktail infernal. Parce qu'une fois qu'on est fatigué, en fait, on est encore plus sensible aux contenus violents, choquants, qui peuvent nous être projetés, et donc leur impact sera décuplé. Et il suffit que, dans la vie réelle, on ait des frustrations, on ait passé une mauvaise journée, on ait eu, quand on est jeune, le décès d'un grand-père ou d'un chat. Et je rigole pas là-dessus, c'est vraiment des choses qui sont marquantes et qui peuvent faire qu'à un moment on est triste ou qu'on ait une rupture amoureuse très souvent. Les jeunes filles, rupture amoureuse, vont écouter des musiques tristes. Et bien en fait, on écoute des musiques tristes et l'application le détecte et se met à nous présenter de plus en plus de ces musiques tristes en les accompagnant de messages sur les visuels qui sont pour le coup extrêmement violents en disant de toute façon la vie est nulle, elle ne sert à rien d'être vécue, voilà. Bon, ça peut être ça, ça peut être aussi on est fan de mode et on va se retrouver avec des contenus de mode ou des contenus fooding, et puis ça va être de plus en plus des contenus qui incitent à la maigreur excessive, voire qui font de la promotion de l'anorexie. Le problème, c'est que quand on est rentré là-dedans, on va chercher à en sortir en regardant des contenus liés aussi à l'anorexie. Et donc, c'est des cercles d'enfermement, ce qu'on appelle aussi des effets terriers de lapin, rabbit hole, et on n'arrive pas à s'extraire de ces spirales. Moi, j'ai par exemple l'exemple d'un jeune dont la sœur s'est suicidée, dont la petite sœur, du coup, est triste, la sœur s'est suicidée en étant exposée à des contenus, et qui tous les jours allait nettoyer le téléphone de sa sœur. C'est-à-dire qu'il regardait des vidéos joyeuses pendant 2 heures pour que le lendemain matin, en fait, elle ne soit plus confrontée à des vidéos tristes, pour vous dire la puissance de ces effets, et que tous les soirs, ça revenait quand même. Voilà. Donc, évidemment, ça c'est des dangers qui sont extrêmement forts, et bien plus forts, et ça a été très bien dit à l'instant, chez les plus jeunes, qui passent d'une situation où la norme est fixée par les parents à la norme est fixée par les pères, et la question de où sont les pères et qui sont les pères, si c'est des pères proches ou si c'est des pères évanescents, c'est pas du tout évidemment le même niveau de sécurité, de normes, et donc du coup de fragilité aussi des individus, et en particulier des jeunes. Oui, est-ce que oui, parce que ça me faisait penser donc ce qui était évoqué là tout de suite sur cet effet d'exposition qui va renforcer en fait les cercles vicieux notamment, et donc fragiliser encore plus les personnes vulnérables. En fait, ce que les études montrent, c'est que les personnes qui ne sont pas forcément vulnérables à la base vont aussi y être très sensibles. C'est ce qu'on a appelé l'effet de simple exposition. Et en fait, ça, donc, c'est plusieurs chercheurs qui l'ont montré, que le fait d'être simplement exposé à un contenu va nous rendre aussi plus sensibles à ce dernier et plus intéressés par ce dernier. Une étude que j'ai en tête qui illustre, je trouve, très bien ça,
C'est des chercheurs donc, qui avaient demandé à deux groupes de femmes de s'exposer à leurs réseaux sociaux pendant 2 semaines. Et préalablement à cette exposition-là, on leur avait demandé, on avait évalué un petit peu leur perception corporelle, leur satisfaction corporelle, donc à quel point elles se sentaient bien, à l'aise, ou elles étaient satisfaites de leur apparence physique et puis dans leur corps. Et donc ils ont classé ces groupes de femmes en 2, donc avec un groupe qui montrait des degrés de satisfaction qui étaient moindres que l'autre. Et donc ils ont évalué cette même satisfaction après 2 semaines d'exposition à des contenus sur les réseaux. Qui sont assez divers. Et ce qu'ils ont observé dans leurs études, c'est que les femmes qui, a priori, n'avaient pas forcément d'insatisfaction physique, ou en tout cas liée à leur apparence, en présentaient maintenant, après avoir été exposées à ces contenus-là. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet de simple exposition. Donc en fait, même si j'ai pas de souci sur quelque chose, le fait d'être exposé à un contenu va m'y rendre un peu plus sensible, et je vais y porter un intérêt un peu plus spécifique, ce qui va m'atteindre et peut-être par la suite me rendre vulnérable à ça. Donc en fait, le cercle vicieux, il commence dès lors qu'on est exposé, enfin il peut commencer, en tout cas dès lors qu'on est exposé à un certain contenu. Alors, parmi les phénomènes qui sont amplifiés par les réseaux sociaux et dont on parle souvent, c'est la question du harcèlement scolaire. Alors, on a un arsenal juridique qui vise à lutter contre ce phénomène-là, avec des sanctions qui sont parfois sévères. Par exemple, 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende si ces faits de harcèlement sont réalisés par le biais d'un support numérique ou électronique. Puis on a la loi de 2022 également qui va jusqu'à proposer des peines de 10 ans et 150 000 € d'amende lorsque ces faits de harcèlement ont conduit la victime soit à se suicider, soit à tenter de se suicider. Or, qu'est-ce qui explique que ce phénomène soit plus présent chez les jeunes, que les jeunes soient plus exposés à ces faits de harcèlement ? Alors pourquoi ils vont être plus sensibles? Justement, ça rejoint la question de l'identité notamment. C'est la phase où leur identité se construit, donc en fait où ils vont être aussi plus en demande d'évaluation en fait. Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est positif ou pas? Et donc cette évaluation sur les réseaux, comme on le disait, elle va être constante, donc elle ne prend jamais de pause en fait. Donc ça participe à cette anxiété et puis cette fatigue aussi qu'on peut avoir aussi relationnelle. À l'adolescence aussi, et ça je l'ai dit tout à l'heure, on va être plus sensible sur les aspects émotionnels et on va être aussi plus impulsif. Donc si je reçois un indice en fait qu'on est en train de me rejeter potentiellement, ou en tout cas que cette relation ou que mon identité est en danger, alors je vais y être d'autant plus sensible. Et puis je vais avoir besoin en fait d'y réagir plus vite, ce qui peut du coup m'entraîner en fait dans le harcèlement. Donc ça c'est une première chose. Et puis parce que le harcèlement sur les réseaux, en fait il est continu aussi, donc il ne prend pas de pause. Et puis il peut aussi se diversifier, prendre beaucoup de place. Et quand on sait que dans notre façon d'être sur les réseaux, d'être en relation sur les réseaux dépend beaucoup du regard de ce que les autres vont penser de moi, en fait là on est clairement menacé en fait. Donc c'est pour ça qu'à cette période-là, on va être d'autant plus sensible. Et puis aussi parce que je disais, le besoin de connexion sociale, c'est un des besoins psychologiques fondamentaux. Or, pendant cette période de construction-là, on se pose beaucoup de questions et on peut avoir facilement tendance aussi à se sentir seul ou incompris, ou en tout cas pas forcément en relation ou connecté ou soutenu par les autres. Et donc le moindre signe aussi de potentiellement de rejet ou de menace peut favoriser ce sentiment d'exclusion, de rejet, et donc aussi contribuer au harcèlement. Et puis il y a toutes les... alors pour les auteurs, on va dire, de harcèlement, ça s'explique notamment par l'augmentation de l'impulsivité, la diminution du contrôle des normes sociales qui vont être imposées. Donc on va se permettre aussi de tenir des propos qu'on n'aurait pas finalement dans les interactions réelles. Je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. La question de pourquoi les jeunes harcèlent plus, déjà, ça reste à prouver totalement, mais
Est-ce que on a ici dans cette salle tous été au collège? Oui. Est-ce que on se souvient que la 5e était une classe difficile? Oui. Est-ce qu'on se dit que les gens ils n'étaient pas sympas avec nous, que c'était pas une classe simple? Oui. Bon, en gros, autour de 12-13 ans, c'est jamais très simple. Et donc si on rajoute en plus à ça des réseaux sociaux qui permettent de dire du mal des autres, de certains, de façon quasi anonyme, ou de laisser une trace aussi des paroles qui ont été dites, et donc du coup la capacité pour ceux dont on parle en mal en disant ah, lui c'est vraiment un nul, en plus il a des goûts moches, franchement je comprends pas comment, voilà, ça fait encore plus mal le jour où cette personne découvre que ces messages circulent. Rajoutons à ça des tendances qui n'existaient pas à la captation de vidéos intimes par exemple, qui deviennent des objets de chantage ou de revanche. Je veux dire, avant, pour faire circuler des photos intimes, déjà on n'avait pas d'appareil photo, on ne prenait pas de photos, enfin il fallait les faire développer, bon bref. Donc tout ça, en fait, renforce aussi des moyens à disposition de harceleurs qui ne sont pas harceleurs en soi, mais qui sont harceleurs dans un système social qui fait que ça participe aussi de la consolidation d'un groupe que d'avoir des boucs émissaires. Bon, c'est dans une logique extrêmement simpliste. Maintenant, dire que ce sont que les jeunes qui harcèlent, c'est faux. Par exemple, moi j'ai été harcelé sur les réseaux sociaux parce que j'ai pris des positions publiques qui ne plaisaient pas forcément à tout le monde. Et des gens qui me harcèlent, j'ai porté plainte contre les plus violents d'entre eux, donc si vous voulez faire un peu de vue. Mais quand on vous dit, voilà, je vais te prendre par les couilles, bon ben voilà, là on saisit la justice. Et la justice peut parfois retrouver les personnes, parce que l'anonymat total n'existe pas. Et bien en fait, c'était un papy de 65 ans, enfin 75 ans, dans le Gers, qui n'était absolument pas un jeune de 15 ans. Et donc en fait, la violence sociale et le harcèlement sur les réseaux sociaux n'est évidemment pas limité aux jeunes. Et donc moi, je me garde toujours de diaboliser la jeunesse, ou de considérer que la jeunesse porte les mots, l'ensemble des mots de notre temps. Non, la jeunesse est le reflet d'une société qui est violente, et voilà, avec des périodes spécifiques, etc., mais qui ont toujours été, donc des phénomènes d'amplification aussi du harcèlement qui sont permis à la fois par des outils technologiques et par voilà, des prédispositions à un âge donné, enfin, si je devais résumer les choses. Alors, je ne sais plus si c'était ça la question. Merci. Oui, le harcèlement est aussi amplifié, je me dis, parce qu'il y a beaucoup d'attentes des ados dans ce lien social qui participe à la construction de leur personnalité à un âge où ils ont besoin de se construire. On sait que le droit est en train de se construire au niveau européen avec le DSA, le Digital Services Act. En France, l'Assemblée nationale a adopté le 26 janvier 2026 la proposition de loi visant à interdire l'accès au réseau, entre autres, l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans, qui rentrera en vigueur si tout va bien. Non. Si c'est compatible avec le droit européen, ce qui est pas. D'accord. Qu'est-ce que. Pas en septembre prochain. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur ce texte, Arthur Delaporte? Alors, peut-être commencer par parler du DSA. Parce que même si tout le monde ici est familier avec le DSA, c'est dommage parce que c'est le texte le plus avancé dans le monde pour la régulation des réseaux sociaux, et il est européen. Qu'est-ce que dit le DSA? DSA, il dit que les plateformes, de manière générale, ont des obligations. Les plateformes les plus grosses, celles qui ont plus de 40 millions d'utilisateurs à l'échelle de l'Europe, doivent être régulées à l'échelle européenne par la Commission européenne qui a embauché 500 personnes pour contrôler ces plateformes. Donc, ces plateformes, c'est les GAFAM. Et qu'est-ce qu'elles doivent faire, ces plateformes? Elles doivent faire ce qu'on appelle rendre des rapports de transparence, où chaque année elles disent combien de signalements elles ont reçus, combien de signalements ont été traités, quel a été le taux d'acceptation ou non des signalements, quels moyens elles mettent en termes de modération, combien de retrait de contenu de manière générale avant même signalement. Donc ça, c'est les rapports de transparence. Elles ont aussi des rapports d'analyse des risques qui sont faits par des cabinets indépendants. Quels sont les impacts de cette plateforme sur la santé mentale? Et donc des cabinets vont dire, vous voyez, la plateforme, on a identifié tel risque, elle a mis des choses ou pas pour y répondre, etc. Donc elles sont censées s'améliorer. Elles sont censées mettre à disposition des utilisateurs des outils de signalement.
Elles sont censées ne pas mettre en danger la santé des utilisateurs et mettre en place aussi des outils de protection de ces différents utilisateurs, et en particulier des mineurs. Il y a l'article 28 du DSA qui fixe notamment comme objectif prioritaire aux plateformes de protéger la santé mentale des mineurs. Et puis, elles doivent rendre publiques leurs bases de données publicitaires, elles doivent mettre à disposition des chercheurs des accès pour pouvoir analyser les contenus. Bon, voilà. Ça, c'est des obligations qui pèsent sur les plateformes. Qu'est-ce que ça produit derrière? Ça produit donc des rapports de transparence, ça produit aussi des constats que les plateformes ne respectent pas la protection des utilisateurs. En tout cas, la Commission a lancé des enquêtes. Et derrière, le DSA offre la possibilité à la Commission de sanctionner les plateformes. Des sanctions qui peuvent aller d'un avertissement à des amendes qui montent jusqu'à 5% du chiffre d'affaires mondial. Donc c'est des outils qui sont extrêmement puissants. Et puis si jamais elles ne se mettent pas en conformité par rapport au droit européen, la sanction peut aller jusqu'à la suspension temporaire ou définitive de la plateforme. Ça, c'est très puissant. C'est très puissant et je pense que c'est la clé, l'application du DSA, de la régulation véritable des réseaux sociaux. Parce que nous sommes le principal marché en termes de volume, en termes de nombre d'utilisateurs, pas tout à fait parce que la Chine en a un peu plus, mais globalement, c'est l'Europe qui est l'Eldorado des plateformes. Donc si on est leur marché, si nous sommes leur vache à lait et leurs consommateurs, eh bien dans ce cas-là, ils ont des obligations vis-à-vis de nous aussi. Et le fait de les mettre, de les épingler, eh bien, peut aussi avoir des effets de name and shame et donc menacer leur modèle économique. Très important. Donc voilà, pour moi, le DSA, c'est la clé, et le renforcement du DSA et du cadre européen, parce qu'on considère qu'il y a des failles, qu'il y a des difficultés de coordination entre les régulateurs, des difficultés de coordination entre les différents systèmes de normes qui ont été mis en place à l'échelle européenne et aussi nationale. Ça, c'est des efforts qui doivent se poursuivre. Mais en tout cas, il y a une base, et cette base doit absolument être utilisée le plus rapidement possible. Maintenant, que font les régulateurs nationaux? Ils agissent dans ce cadre. Et par exemple, la loi qu'on évoque, qui a été portée, donc c'est une proposition de loi d'initiative parlementaire de ma collègue Laure Mineur, qui était rapporteure de la commission d'enquête dont j'étais président, sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. C'est une promesse présidentielle qui date d'il y a maintenant 4 ans, 3-4 ans. Cette loi, pourquoi je dis qu'elle ne va pas entrer immédiatement en vigueur? C'est parce qu'elle fait débat, et notamment parce que le Sénat l'a profondément réécrite, et que la version qui a été soumise à la Commission européenne étant la version du Sénat, la Commission européenne va sans doute faire des remarques. La question c'est, est-ce que ces remarques seront substantielles, donc en gros on ne veut pas de votre loi, ou est-ce qu'il faut une loi révisée? Donc de toute façon, voilà, le cheminement n'est pas fini, et pour que la loi soit applicable en septembre, les délais ne seront pas, à mon avis, respectés. Peut-être que ce sera 1er janvier 2027, peut-être pas si le calendrier parlementaire s'enlise. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on peut faire cette loi aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas la faire il y a 6 mois, enfin 1 an? Parce que, justement, le DSA dit qu'on ne peut pas, puisque c'est une régulation européenne, mettre à l'échelle nationale de nouvelles obligations aux plateformes. Et tout ce qui contreviendrait à ce principe serait donc contraire au droit européen et donc illégal. Eh bien, c'est arrivé sur d'autres textes. Par exemple, moi je suis l'auteur de la loi influenceur, et la Commission européenne nous a fait un courrier sympathique nous disant qu'une partie des dispositions de la loi influenceur n'étaient pas conformes au droit européen et donc ne pouvaient rentrer en vigueur. Donc on a dû faire une ordonnance, le gouvernement a dû faire une ordonnance supprimant ou réécrivant 2-3 dispositions parce que l'une d'elles, par exemple, contrevenait partiellement à ce qu'on appelle le principe du pays d'origine. Une autre imposait des obligations aux plateformes, le DSA étant rentré en vigueur entre-temps, et donc il a fallu supprimer ces dispositions. Dire aux plateformes, vous n'avez pas le droit d'avoir des utilisateurs de moins de 15 ans, pourrait être vu comme contrevenant aux obligations des plateformes. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un lobbying intensif des États membres, et en particulier de la France, et d'une coalition comprenant la Grèce, le Danemark et quelques autres États, pour que la Commission européenne publie ce qu'on appelait des lignes directrices à l'article 28 du DSA, qui sont sortis le 13 juillet 2025. Donc depuis le 13 juillet 2025, la Commission a reconnu que l'article 28 sur la protection des mineurs pouvait être interprété comme les États membres peuvent fixer un âge minimal en dessous duquel il n'est pas possible d'accéder au réseau social. Charge ensuite aux plateformes
d'appliquer cette mesure, mais qui n'est pas une mesure qui s'impose aux plateformes, mais qui est une règle nationale que les plateformes doivent derrière prendre en compte. C'est important parce que la France avait voté déjà, il y a 3 ans maintenant, une loi qui s'appelait la loi Marcangeli, qui disait qu'il y avait un âge minimal de 15 ans, donc c'est-à-dire que cette histoire de 15 ans n'est pas une nouveauté, mais qu'entre 13 et 15 ans, on pouvait aller sur les plateformes sous réserve d'une autorisation parentale. Cette loi avait été bloquée par la Commission européenne parce que contraire au droit européen. Donc en fait, l'enjeu de la loi Miller, c'est de trouver la rédaction, au-delà de l'appréciation d'opportunité sur laquelle on peut avoir un débat et sur laquelle moi-même j'ai quelques réserves, mais l'enjeu premier, c'est de trouver une rédaction qui permet que tout simplement le texte de loi puisse entrer en vigueur. Parce que sinon, en fait, on aura une belle loi déclarative qui n'aura aucun effet concret et qui sera immédiatement contestée par les avocats des plateformes. D'accord, donc cela risque de prendre un peu de temps, effectivement, et c'est un peu tôt pour septembre 2026. Alors, c'est le moment de faire du buzz. Parmi la mesure phare, il y a l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, et je crois savoir que les avis divergent sur cette mesure. Arthur Delaporte. Oui, voilà, donc c'est là où j'ai laissé le petit suspense tout de suite, au-delà de l'appréciation en opportunité. Est-il opportun d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans ? C'est une vraie question et il n'y a pas de réponse simple. Si vous demandez à des lycéens, ils vous diront à 70% oui. Si vous demandez aux Français, ils vous diront à 85% oui. Si vous demandez à des collégiens, ils vous diront à 40% oui, et plus vous descendez dans les classes d'âge, moins ils sont favorables. En troisième, on est 50-50. En quatrième, on commence à se dire, attendez, c'est à moi que ça s'applique. Donc les publics concernés sont assez réticents, en tout cas plus réticents que le reste de la société, à quelque chose qui s'applique à eux. Une fois qu'on a 17 ans, on peut se dire, quand même, j'étais addict à mon portable, il aurait fallu me l'interdire. Bon. Mais quand on va voir des gamins de 14 ans, ils sont addicts à leur portable. Moi, je leur demande combien de temps ils passent sur les réseaux sociaux. Dans une classe, là, dans un amphi, il y en a toujours qui passent plus de 8 heures par jour sur leur téléphone. Des enfants de 13 ans. Certains vont jusqu'à 11 heures par jour. Là, on va le faire ici, tiens, rapidement. Qui passe plus d'1 heure par jour sur son téléphone? Levez la main. Voilà, plus d'1 heure. Plus d'1 heure par jour sur son téléphone. Sur ton téléphone. Hein. Voilà. 2 heures. 3 heures. 4 heures. 5 heures. 6 heures. Bon, il n'y a plus personne. En tout cas, il n'y a plus personne qui ose lever la main. Mais il suffit d'aller regarder dans les données dans son téléphone et on le verra très bien. Après, il faut regarder quelles sont les applications sur votre téléphone sur lesquelles vous passez le plus de temps. Combien? 10 heures. 10 heures par jour. Donc j'ai quelqu'un qui passe 10 heures par jour sur son téléphone. Et ça, c'est la réalité de beaucoup d'entre nous. Bon, donc une fois qu'on a dit ça, et une fois qu'on a conscience de son addiction, la question c'est quelle est la meilleure manière de lutter? Pour moi, la meilleure manière, je vous l'ai dit, c'est la régulation des plateformes à l'échelle européenne, c'est la mise en place de mécaniques aussi de régulation de l'algorithme plus renforcées, notamment en supprimant les défilements interrompus, en faisant qu'on va d'abord arriver, quand on se connecte sur un réseau social, sur le fil où on est abonné et pas le fil où on est suggéré, parce que sinon on est happé par le fil suggéré qui est extrêmement puissant, sur le fait qu'on peut mettre par exemple une part d'aléa dans le fil suggéré plus importante, mais vraiment un vrai aléa et pas un aléa choisi par l'algorithme. Voilà, il y a plein de manières de faire en sorte des limitations du temps d'usage des plateformes, un compteur de temps passé sur le réseau social qui s'affiche en permanence. Voilà un peu des manières de sensibiliser les utilisateurs, quels qu'ils soient. Maintenant, est-ce que c'est souhaitable que les moins de 15 ans n'aient plus du tout accès aux réseaux sociaux? Et qu'est-ce qu'on entend par les réseaux sociaux auxquels ils n'auraient plus accès? Qu'est-ce que ça implique par ailleurs? Et est-ce que ça serait efficace? Voilà les grandes questions qui se posent. Si je réponds à la première, est-ce que c'est souhaitable? Nous sommes aujourd'hui dans une société où le numérique a une place, il n'y a pas la société et le numérique, la société est digitalisée, nos relations sociales sont digitalisées. Et notre rôle en tant qu'adulte est aussi de préparer les enfants à vivre dans le monde dans lequel ils vont être projetés. Et donc dire qu'il n'y a rien et puis il y a tout, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des solutions. Dire que les mineurs n'ont pas non plus accès à ce qui constitue aujourd'hui la principale source d'information, y compris les adultes, les réseaux sociaux. Ça me pose problème,
Quand on regarde Hugo Décrypte, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Bon, on pourrait dire Hugo Décrypte, on pourrait dire Monsieur Le Chat, on pourrait dire les cours de Christophe qu'il publie sur TikTok. Non. Bon. Mais par ailleurs, voilà, est-ce que ils vont voir que ça, les jeunes, évidemment, ils vont pas voir que ça. Mais voilà, moi je pense qu'il y a des droits de l'enfant, et notamment un droit à l'expression, un droit à la liberté d'information, qui ne sont évidemment pas le droit d'être exposé à des contenus dangereux et problématiques, mais qui doivent être considérés. Et ces droits-là, aujourd'hui, il me semble, dans une interdiction stricte et absolue, ne sont pas suffisamment garantis, parce qu'ils ne permettent pas que les jeunes aient accès à quelque chose qui participe aussi de leur émancipation. Et voilà. Donc ça, est-ce que c'est souhaitable? Je ne suis pas certain. Est-ce que c'est protecteur? Je ne suis pas certain. Pourquoi? Parce que si vous avez 14 ans, si on vous dit, bon, bah tu vois ton grand frère qui a 16 ans, lui, il est sur son téléphone en train de scroller. Par contre, toi, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va faire? Soit on va utiliser le téléphone du grand frère, soit on va chercher à contourner. Avec un VPN, vous ne pourrez jamais empêcher de contourner. Bon, alors on peut se dire, ok, il y aura quand même la majorité, parce que c'est vrai, si on l'observe, hein, quand on met des règles, la majorité la respecte. L'immense majorité la respectera. Mais pour 95% de jeunes qui respecteront, il y aura toujours 5% de jeunes qui pourront contourner et avoir des usages problématiques. Donc la question, et puis, le risque, c'est que, bon, on dise, voilà, ça c'est ce qui passe en Australie. Vous n'avez plus le droit d'aller sur TikTok, vous n'avez plus le droit d'aller sur machin. Mais du coup, où est-ce qu'ils vont les jeunes? Sur des applications chinoises, genre, je ne sais plus comment, Blue machin, là, qui était une application de météo, je sais pas, et puis qui devient en fait un réseau social où on va retrouver des problématiques importantes. Où vont-ils aller? Sur des jeux vidéo qui offrent des fonctionnalités de réseaux sociaux, des fonctionnalités de chat, des fonctionnalités où on peut se parler entre nous. Et donc, est-ce qu'on aura pour autant supprimé les mécanismes addictifs? Non, parce qu'aujourd'hui, en fait, quand vous allez dans une classe de CM2, où est-ce qu'ils passent leur temps, les jeunes? Pas sur TikTok, mais sur Roblox, sur Valorant, sur je ne sais quelle autre plateforme. Donc, voilà, ça vous parle un peu tout ça, non? Voilà. Donc, bon, c'est vrai que est-ce qu'on aura réglé cette problématique? Non. Dans ce cas-là, on va interdire les jeux vidéo pour les jeunes. Tout de suite, on le fait moins. Pourquoi? Parce que figurez-vous que l'industrie du jeu vidéo en France est beaucoup plus puissante parce que c'est une industrie française. Donc, quand même, on ne va pas malmener tout un écosystème économique. C'est quand même moins problématique de taper sur les Chinois. Ça l'est un petit peu plus sur les Américains, mais bon, comme Trump est méchant, on peut être méchant. Mais voilà, quand il s'agit de dire les jeux vidéo participent de mécanismes addictifs et aussi développent des fonctionnalités de réseau social, là tout de suite on est un peu moins en faveur de tout ça. Donc voilà, est-ce que c'est proportionné, souhaitable? Je me questionne. Est-ce que c'est efficace? Je me questionne. Est-ce que c'est acceptable par les publics concernés? C'est aussi voilà, une question qui reste en suspens. Mais pour autant, vu ce qu'on a décrit avant, on ne peut pas rien faire. C'est ça le dilemme dans lequel nous sommes. C'est-à-dire que c'est quand même extrêmement violent de se dire que, ben, oui, des jeunes filles en particulier, parce que c'est essentiellement les filles qui souffrent des troubles dépressifs ou autres liés aux réseaux sociaux, parce que ce sont elles les plus grandes utilisatrices, parce que ce sont elles qui sont les plus sensibles aux troubles du comportement alimentaire, etc. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que les garçons ne font pas partie, mais c'est en gros du 90-10 ou du 95-5, hein, voilà, en termes de proportion. Eh bien, en fait, derrière, comment est-ce qu'on arrive à protéger ces jeunes et ces jeunes filles? Eh bien, moi, je n'ai pas la réponse. Ce qui est sûr, c'est que cette solution des 15 ans, enfin si, j'en ai, régulation européenne, contrôle des plateformes, interdiction s'il le faut. Moi, je préfère interdire TikTok pour toute la société, parce qu'on considère que c'est un réseau social qui est dangereux pour toute la société. Je veux néanmoins qu'on puisse avoir des espaces protégés pour les moins de 15 ans. Et en fait, pour moi, la limite de 15 ans, elle me paraît quand même relativement juste. C'est-à-dire qu'en dessous de 15 ans, on a des vulnérabilités spécifiques et on l'a évoqué tout à l'heure. Donc, vulnérabilité spécifique, espace spécifique, espace protégé. On ne peut pas être contacté par n'importe qui. On n'a pas de fil algorithmique personnalisé. On n'a pas, voilà, tout un certain nombre de choses qui posent problème. Mais est-ce qu'on peut créer des réseaux sociaux sécurisés
en mode dessin animé éducatif, quoi, pour les jeunes. Et en même temps, un peu sympa, parce que si c'est juste passer des heures à regarder C'est pas sorcier, moi j'adorais, mais en même temps, c'est pas que ça qu'on peut avoir envie de voir quand on a moins de 15 ans. Donc voilà, cet espace-là, à mon avis, doit être laissé ouvert, c'est-à-dire interdiction moins de 15 ans fixe une norme des réseaux sociaux de manière générale, autorisation de réseaux avec des fonctionnalités sociales limitées, contrôlées, extrêmement sécurisées. Ben, je crois, en tout cas, que ça permettra quand même de répondre aux deux problématiques que l'on a mentionnées auparavant, c'est-à-dire qu'on pourra continuer à s'informer, on pourra continuer à s'exprimer, mais dans un cadre sécurisé. Parce que quelque chose qu'on n'a pas évoqué non plus, c'est qu'on peut être contacté sur ces réseaux sociaux par des gens qu'on ne connaît pas, qui sont parfois malveillants. On peut recevoir des sollicitations ou des contenus, notamment violents ou sexuels non désirés. Si je fais un petit sondage dans cet amphi, qui a déjà reçu des contenus sexuellement explicites non désirés dans cet amphi? Voilà. J'ai pas compris la question, excusez-moi. Pardon? J'ai pas compris la question. Eh ben, est-ce que tu as déjà reçu des contenus à caractère sexuel que tu n'avais pas voulu recevoir sur une messagerie? Jamais. Bon, voilà. Mais on a quand même à peu près la moitié de cet amphi qui a levé la main, et en particulier quand on regarde d'un point de vue genré, c'est évidemment essentiellement des filles. Qui a déjà reçu des demandes de photos de pieds? 1, 2, 3, 4, que des filles. Et alors ça a l'air quand même comme ça, envoie-moi une photo de tes pieds, ça va. Mais non, ça va pas. Parce que en fait, c'est la porte d'entrée vers derrière la vente de contenu intime et vers derrière des plateformes type Mime, OnlyFans, etc. Bon, donc évidemment que c'est quand même perturbant de se dire que n'importe qui peut envoyer ça à n'importe qui. Donc là, il y a un vrai sujet de modération sur Vinted. Moi, j'avais pas ça, mais pour le coup, je vais me renseigner, je vais demander à Vinted s'ils ont mis des filtres spécifiques sur leur messagerie privée. Parce qu'en fait, voilà, il y a quand même derrière la possibilité, bah, oui, si on a interdit les réseaux sociaux, est-ce que les jeunes n'iront pas sur Vinted pour se parler après tout? Et donc voilà, cette question-là reste en suspens. Désolé, j'ai été long parce que c'est un débat vaste, il y a plein de problématiques, et c'est beaucoup plus compliqué que juste oui ou non à l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Et la semaine dernière, moi j'ai eu le droit à un truc dans un journal du dimanche qui disait oui, en gros, les députés qui s'opposent ou les sénateurs à la version de la loi mineure, en gros, ils veulent le mal de votre enfant, ils veulent les jeter à des pénopornos, ils veulent, en gros, limite, ils mangent des enfants aux 4 heures, quoi. Voilà. Bon, je pense qu'il faut quand même qu'on puisse avoir, notamment quand on défend une loi qui vise à réguler l'espace numérique, soi-même un peu de modération dans son propos et considérer que en fait, c'est pas un débat simple, c'est un débat passionnant qui pose des enjeux de liberté publique, parce qu'un dernier point que je voudrais aborder, qui est comment est-ce qu'on le fait appliquer, comment est-ce qu'on vérifie l'âge. Et ça, c'est la dernière question qui, pour le coup, je pense, sera une des questions qui fera exploser le truc à la fin, quand on se rendra compte des implications. Même si, à titre personnel, je suis plutôt pour la mise en œuvre de solutions de vérification d'âge. Comment on vérifie l'âge? 2 moyens. Premier, c'est l'estimation d'âge. L'estimation d'âge, ben c'est vous prenez un selfie, l'application elle regarde votre tête, elle dit globalement, il a l'air d'avoir, allez, moi j'ai 35. Mais si je me dessine une moustache au crayon, eh ben, figurez-vous que c'est ce que font les jeunes Australiens. L'application dit qu'ils ont en général plus de 16 ou 17 ans. Si je suis une fille, que je me coiffe d'une certaine manière et on se passe les tutos les uns avec les autres, et que je me mets un peu de maquillage, et ben finalement, j'ai quand même l'air d'être beaucoup plus vieille que mes 13 ans et demi. Oui, la marge d'erreur est environ de 1 an et demi à 2 ans. Donc du coup, en Australie, c'est aussi l'un des problèmes, c'est cette vérification qui est en fait une estimation. Et puis, c'est une autre manière d'estimer, de dire, franchement, il ne regarde que des C'est pas sorciers et par ailleurs de temps en temps pas de patrouille, peut-être que c'est un comportement qui est celui d'un mineur. Bon, mais si j'adore pas de patrouille et que j'ai 24 ans, voilà, derrière, je peux quand même faire la preuve, je fasse voilà, parce qu'on a une vérification, je mets ma pièce d'identité et voilà, mais malgré tout, c'est quand même extrêmement intrusif puisque vous allez être fiché dans votre comportement et on va dire, voilà, lui, il a un comportement de tel âge ou tel âge. Ce qui est d'ailleurs la preuve que les réseaux sociaux sont en capacité d'identifier par les comportements les âges des jeunes, alors qu'en fait, en général, ils disent qu'ils ne ciblent pas algorithmiquement les jeunes.
Deuxième manière de vérifier, c'est l'identité numérique ou le passeport d'âge, qui est moins intrusif que l'identité numérique où vous avez votre nom, votre prénom, votre adresse, etc. Bon, c'est votre carte d'identité. Donc, ce que l'on est en train de développer à l'échelle européenne, c'est ce qu'on appelle le e-wallet, donc le portefeuille européen électronique. Et dans ce portefeuille, vous pourrez avoir une carte qui ne sera pas votre carte d'identité, mais votre carte 15-17, votre carte 18+. Et donc en fait, il n'y aura pas votre identité, mais il y aura la preuve d'âge. À mon sens, ce mécanisme respecte à la fois les libertés fondamentales, puisque la plateforme n'a pas connaissance de votre identité, mais de la vérification d'âge. Et en fait, c'est le smartphone qui va faire le selfie pour considérer que c'est vous, propriétaire du truc, qui avez le truc, mais il n'y aura pas de connexion entre la plateforme et l'individu. Donc ça respecte la vie humaine. Mais ça veut quand même dire que nous tous, pour que les jeunes puissent avoir des espaces à minima sécurisés ou pas d'espace, si c'est ce que décide le législateur, nous devrons faire la preuve de notre âge. Voilà. Il faut juste être prêt à ça. Mais voilà, il faudra le faire. Voilà. Donc je me dis que ce moment-là sera peut-être un moment de recul du consentement à la loi sur les moins de 15 ans, parce qu'il y aura un effet, peut-être sur notre liberté collective, ou à minima, en fait, une procédure qu'on devra tous faire. On se dira franchement, c'est quand même l'État qui rentre dans ma vie, qu'est-ce que j'ai, pourquoi moi je ne peux pas aller sur ma plateforme tranquille, parce que tu as simplement voulu que les moins de 15 ans aient des espaces sécurisés comme 90% des Français. Donc à un moment, il faut aussi en assumer les conséquences en termes d'accès aux plateformes. Voilà, c'est juste, je voulais poser ce sujet-là, parce que c'est pas forcément celui qui est le plus posé, mais il pose des vraies questions. Merci beaucoup. Alors, non, c'est moi qui suis désolé de manquer de temps pour évoquer plus amplement tous ces aspects qui sont passionnants, mais ça me donne une raison de vous réinviter. Alors, ce que vous avez dit fait écho à une phrase que j'ai lue aussi: les réseaux sociaux ne créent pas le mal-être, mais ils peuvent le révéler ou l'intensifier aussi. Je me demandais, est-ce qu'on ne se trompe pas de combat, ou en tout cas, est-ce qu'il n'y a pas un autre combat à mener également au niveau de la santé mentale des personnes vulnérables? Il y a la question également de l'éducation, finalement aussi, l'éducation aux réseaux sociaux. C'est à mon sens essentiel. Est-ce qu'on met suffisamment de moyens dans l'éducation, dans la prévention, dans l'information? Voilà. J'aimerais finir, avant de passer aux questions, j'aimerais finir sur une question qui concerne la communication au sens large, qu'on a évoqué ensemble, Marie. C'est sur la question de la pérennité du lien et sa qualité. On pense souvent à la gestion des conflits, mais ce qui fait que le lien perdure, c'est aussi le fait d'arriver à nourrir l'autre de positivité. Et ça, c'est pas quelque chose d'intuitif. Oui. Et ça marche. Oui, donc ça c'est effectivement tu évoques tout un champ de recherche qui s'intéresse à effectivement à comment créer et soutenir des relations de qualité et qui contribuent à notre bien-être. Et souvent dans cette thématique de recherche, on s'intéresse à la gestion des conflits. Et donc ça peut totalement être approprié à la question des relations sur les réseaux. Mais on s'occupe peut-être un peu moins des relations dites, on va dire, positives, ou en tout cas, comment est-ce que je relationne avec des gens lorsqu'ils ne sont pas forcément en difficulté, lorsque je ne suis pas forcément en conflit avec eux. Et en fait, il y a de plus en plus d'études qui montrent des résultats dans le sens où qui sont intéressants, dans le sens où pendant longtemps on a pensé que c'était justement cette gestion de conflit qui va être un prédicteur de la qualité de nos relations. Or, il y a plein de recherches qui montrent maintenant que c'est aussi la façon dont je vais être en relation avec l'autre lorsqu'il vit des moments qui sont positifs, lorsqu'il reçoit des bonnes nouvelles, lorsqu'il vit des choses qui sont importantes pour lui. Et donc la façon dont je vais réagir à ces bonnes nouvelles ou à ces joies, on va dire, du quotidien sont des prédicteurs même plus importants que ma capacité à aider cette personne ou à gérer les conflits avec elle lorsque on n'est pas d'accord. Donc en fait, être là pour l'autre, même lorsqu'il n'est pas forcément en difficulté, s'intéresser à lui, s'intéresser à ce qu'il vit au-delà des moments où il se sent moins bien, c'est un des prédicteurs les plus importants en fait de la qualité d'une relation. Donc ça, c'est beaucoup de recherches qui sont intéressées notamment aux relations de couple.
Et puis, alors peut-être que je vais faire du lien, je vais essayer en tout cas de rebondir aussi à cette question avec ce qui était dit juste avant. Parce que pour moi, donc, tu parlais de l'éducation en fait, et justement, à mon avis, c'est un des leviers qu'on a qui est le plus important, c'est éduquer en fait ces générations sur sur ce qui se passe en fait, sur le fonctionnement de cette plateforme et le fonctionnement psychologique qu'on va avoir en relation à ces plateformes-là. Et en fait, si on prend un peu de recul, les générations qui ont été le plus exposées et donc qui ont grandi avec ces plateformes n'ont pas eu des parents ou des gens qui ont pu les éduquer en fait à ce fonctionnement-là, aux dérives, aux potentiels cercles de vulnérabilité, aux cercles vicieux auxquels elles pouvaient être exposées. Donc peut-être que ça c'est déjà un levier en fait, un levier d'éducation sur la communication qu'on peut avoir sur les réseaux, l'impact de cette communication, les modalités de cette communication. Et au-delà de ça, j'irais même sur une éducation aussi à notamment 2 points qui me semblent essentiels, c'est à la réflexivité, c'est-à-dire amener les gens à s'interroger, tiens, quand je dis ça sur une plateforme, quand je pose cette question, quand je donne ce contenu-là, qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir comme impact sur les autres. Donc d'amener un petit peu de recul sur pourquoi est-ce que je suis en train d'écrire ça finalement. Et ce qui va être en lien avec un deuxième, pour moi, point important, c'est l'éducation à l'empathie aussi sur les réseaux. Donc quand j'envoie ce type de message, quelle réaction ça peut provoquer chez l'autre ? Ou lorsque je réagis de cette façon-là, comment l'autre pourrait le prendre. Donc c'est aussi finalement avoir un petit peu une position un peu plus méta sur notre façon de communiquer sur les réseaux. Et donc ça pourrait être fait par bien sûr les parents, mais ça peut être fait par d'autres personnes en fait qui gravitent autour des jeunes notamment, puisque c'est un des leviers je pense le plus important, c'est d'avoir conscience en fait de tout ça. Et je dirais quand même, si je suis critique aussi avec ce que je dis, une des limites, et ça a été rapporté par des gens qui connaissent, tu parlais des algorithmes qui sont très développés, qu'on a du mal à comprendre, et même les gens qui sont qui construisent ou qui participent à la construction de ces algorithmes, et donc qui connaissent en fait leur fonctionnement, donc qui savent comment est-ce que ces plateformes nous attrapent et nous rendent accros, en fait, subissent aussi cette addiction, quoi. Donc en fait, le fait de savoir comment quelque chose fonctionne, ça ne me protège pas non plus complètement. Donc ça, c'est une des limites. Mais en avoir conscience, ça me permet d'avoir déjà au moins le choix et de connaître à l'avance les effets potentiels que ça peut avoir si je communique ou pas de cette façon-là. Merci beaucoup. Malheureusement, on va devoir laisser Arthur. On va devoir vous laisser la parole si vous avez des questions. Merci pour ces éléments très éclairants. Moi, j'avais une question sur l'enjeu de santé publique que vous avez voulu relever. Vous avez dit à plusieurs reprises, finalement, il y a un constat d'un problème de santé publique, on est d'accord, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? C'est difficile de faire quelque chose. Et justement, je voudrais revenir sur ce constat, parce que vous avez l'air assez d'accord sur le fait qu'il y a un problème de santé publique lié aux réseaux sociaux, mais quand je regarde un peu ce qui se dit sur les réseaux sociaux, mais aussi médiatiquement, j'ai l'impression que ce n'est pas un débat qui est clos. Je prends par exemple certaines figures qui sont même intervenues dans votre commission d'enquête, monsieur le député, qui tendent à dire que finalement les réseaux sociaux c'est qu'un facteur parmi tant d'autres et que en fait c'est un sujet bien plus compliqué que ça et que finalement il vaut mieux rien faire parce que même on trouve du positif dans certaines études. En fait c'est un peu ça ma question, c'est est-ce qu'on est vraiment face à un enjeu de santé publique ou pas ? Est-ce que le débat est tranché ou non ? Voilà, c'est un peu ma question. Comme un peu sur tous les sujets scientifiques, que ce soit changement climatique ou autre, on entend un peu tout et son contraire, on instrumentalise un peu toutes les recherches comme on veut. Donc voilà, c'est est-ce qu'il faut faire quelque chose, est-ce qu'il y a un problème ou pas ? Alors, si j'ai pas réussi à voir qu'il y avait un problème de santé publique, c'est que j'ai pas été bon. Mais dans la commission d'enquête, on a entendu beaucoup de gens, et peu de gens nous ont dit que ce n'était pas un problème de santé publique. En fait, même personne. Même des gens qui sont, disons, plus réservés sur la responsabilité unique des réseaux sociaux, parce qu'en fait c'est ça. Est-ce que c'est corrélation, causalité, enfin c'est toujours cette espèce de débat-là. Mais globalement, même ceux qui disent attention, on ne connaît pas tous les effets, on n'est pas en mesure de scientifiquement tout démontrer, ne nient pas l'existence d'un problème. Ils sont plutôt sur un principe de on n'a pas assez de données, pas assez d'études pour mesurer tous les facteurs causaux. Il faut regarder le dernier rapport de l'ANSES, qui pour le coup est une synthèse de la littérature scientifique et qui, à mon sens, fait autorité et qui considère, dans des conclusions qui se rapprochent vraiment de ce qu'on a pu dire aujourd'hui,
qu'il y a des effets. Ne serait-ce que parce que les mécanismes de captation de l'attention ont des effets sur le temps de sommeil. Et donc, même si on ne dit pas c'est le réseau social ce que tu vois sur le réseau social qui ne te rend pas bien, mais le fait de capter l'attention, ça c'est objectif, de perdre des temps de sommeil, c'est objectif, et les conséquences de la perte de sommeil, elles sont connues, démontrées scientifiquement. Donc en fait, le débat, il est tranché pour moi. Mais voilà, là je parle plutôt d'un point de vue politique. Je veux dire, il y a plus de débats, peut-être, dans la communauté scientifique, et encore que, voilà. Mais c'est plus le débat, il est plus, à mon sens, moins sur le constat que sur les solutions. Mais... Ouais, peut-être aussi pour compléter, c'est toute la question qu'on a, mais pour n'importe quel enjeu, notamment en psycho, en fait, parce que c'est impossible, enfin en tout cas, ça serait faux de dire que l'unique prédicteur de la dépression, de l'anxiété chez les jeunes, c'est leur temps passé sur les réseaux. Ça serait faux de le dire, parce que c'est pas vrai. Néanmoins, est-ce que c'est un facteur important? Clairement, oui. Donc, est-ce que c'est un enjeu? Je dirais plutôt oui. Dans ce sens-là, oui. Mais c'est clair que ça, c'est impossible et ça serait faux de dire que c'est le déterminant aujourd'hui principal. Et comme nous sommes des êtres sociaux, on interagit avec une pluralité de choses. Tout à l'heure, j'évoquais la perte du chat ou la rupture amoureuse. Je veux dire, c'est pas les réseaux sociaux, mais en fait, les réseaux sociaux, ça, c'est certain, ont des mécanismes d'amplification du mal-être qui sont, pour le coup, totalement démontrés, pas que d'un point de vue clinique, mais d'un point de vue d'investigation judiciaire, quoi. Enfin, voilà, ça a été démontré judiciairement. Et il y a des témoignages de personnes, on parlait à l'instant de ceux qui travaillent pour les réseaux sociaux, qui expliquent qu'ils ont conçu des mécanismes à dessein. Voilà. Donc voilà, et derrière ça, c'est quand même quelque chose qui pose des questions en termes de santé publique. Alors moi, je complète encore, parce que peut-être que là où ce qu'on sait aussi aujourd'hui, par contre, c'est qu'il y a de plus en plus d'études qui essaient d'évaluer les facteurs protecteurs en fait, de l'exposition au réseau. Donc pas seulement à quel point les réseaux ça a des conséquences délétères, mais aussi comment est-ce qu'on peut prévenir de ces effets délétères. Et dans ces effets, dans les facteurs qui sont identifiés, c'est notamment justement à quel point le système familial va être soutenant. Va être au courant aussi de ce qui se passe sur les réseaux, à quel point il éduque l'enfant ou les jeunes à avoir une hygiène, on va dire, sur les réseaux qui est plutôt saine pour lui. Donc ça, on sait que ce sont des facteurs protecteurs, donc pour moi, c'est ça l'enjeu, en fait, c'est de développer cette éducation-là. On passe sur une autre question. Voilà, j'essaye de les prendre dans l'ordre. Question courte, puisqu'il faut permettre à tout le monde de poser des questions. J'avais une question. Pensez-vous que ce serait le rôle de l'État de venir apporter, ou d'autres organismes supranationaux, d'apporter des restrictions et des limites à des libertés? Et pour le cas des réseaux sociaux, pourquoi ce ne serait pas, par exemple, aux parents d'apporter des contrôles parentaux aux appareils des enfants? Bien qu'en même temps, il peut y avoir des citoyens qui sont un peu perdus sur ces questions, et donc forcément, un principe de subsidiarité ferait que ce serait plutôt à l'État d'intervenir. Mais pourquoi, par principe, ce serait à l'État d'intervenir et pas aux individus dans leur pleine liberté? Je crois que la réponse se situe dans les secondes qui ont précédé votre intervention. Le système familial est un vecteur de protection. Ça veut dire que les normes fixées par les familles, et donc du coup les inégalités sociales, ont un rôle majeur, sinon premier, dans les facteurs de vulnérabilité face au réseau. Et donc dire c'est à la famille de fixer les limites, c'est finalement extrêmement inégalitaire socialement, et le rôle de l'État, c'est aussi de compenser les inégalités et de s'assurer qu'il y a une norme commune. Et quand la norme est commune, et qu'elle n'est pas fixée d'un point de vue familial, elle est par ailleurs d'autant plus acceptable. S'il y a des parents parmi nous qui ont des enfants qui ont des réseaux sociaux, ils sont dans une négociation constante sur le temps d'écran, voilà, en général, s'ils sont dans cette salle. S'ils ne sont pas dans cette salle, et ceux-là aimeraient bien qu'il y ait une norme commune pour qu'ils puissent dire à leur gamin, écoute, c'est pas plus de 3 heures par jour, donc là ça ira un peu loin. Mais ils aimeraient bien quand même.
Si ils n'ont pas ce type de réflexe, c'est que pour eux, la norme familiale ne sera pas fixée. Et donc du coup, la nécessité, c'est quand même qu'il y ait une norme étatique qui peut être aussi transmise par d'autres vecteurs de transmission de normes que sont, par exemple, l'école. Voilà. Donc, à mon sens, il faut des normes collectives, et notamment quand tout ce qui a trait aux libertés publiques, ben, c'est à l'État de mettre en place des frontières aux libertés publiques qui n'ont jamais été absolues, puisqu'il y a aussi dans les libertés publiques la question de la protection de l'individu, et notamment de la vie de l'individu. Et de l'ordre public. Une autre question? Merci beaucoup. Je trouve qu'il y a un certain nombre de parallèles qu'on pourrait avoir avec le développement de l'IA aujourd'hui, enfin, l'IA générative en tout cas, notamment dans la manière dont ce truc un peu technique, enfin, voire très 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 technique que personne ne comprend vraiment, a des implications éminemment sociales. Et il y a une formule que j'aime beaucoup sur l'IA qui est c'est pas l'IA que vous n'aimez pas, c'est le capitalisme. Et je me dis que peut-être que sur les réseaux sociaux, il y aurait une analogie, alors un peu ancienne, et je ne suis pas sûr que le marxisme soit très à l'ordre du jour, mais de se dire que qui sont les structures, et vous l'avez beaucoup dit dans votre intervention, qui sont les structures qui déploient les réseaux sociaux dont on parle aujourd'hui, les plateformes numériques dont on parle aujourd'hui, majoritairement des multinationales. Ça pose la question du politique, donc ça j'aimerais bien vous entendre là-dessus. J'ai quand même l'impression, et je ne sais pas si c'est purement générationnel, mais c'est vrai que vous connaissez très bien votre sujet, ce qui, pour étudier ces questions d'un point de vue sociologique de rapport du politique au numérique depuis une quinzaine d'années, n'a pas toujours été le cas. Mais on a à la fois le sentiment du coup que le politique court après le déploiement de ce numérique-là et essaye de réguler y compris des institutions, des entreprises qui sont en partie sous contrôle. Et l'autre question que ça pose, c'est est-ce que réguler c'est la seule solution pour la puissance publique, et est-ce qu'il n'y a pas un rôle aussi de proposer des alternatives? Je pense notamment à la place du numérique dans l'éducation nationale et dans l'enseignement supérieur à la recherche, à la fois sur le volet éducatif, et je pense qu'effectivement remettre l'adulte à sa place d'éducateur, c'est hyper important, parce qu'un des défauts, et dans les inégalités familiales, vous l'avez cité, c'est la capacité ou pas, en fonction de son milieu social, à être dans cette position de présence, d'éducation auprès des enfants. Mais finalement, on voit que le rôle des éducateurs sur le numérique, il est assez... Là, on pourrait aussi faire des sondages sur l'IA, on en a déjà parlé avec beaucoup de collègues. Dans quelle position l'IA met les collègues enseignants-chercheurs vis-à-vis des étudiants, le petit sujet. Et donc, et le fil que je voulais dérouler, c'est est-ce que le rôle, c'est pas aussi de produire des services? Je sais qu'une des réponses qui cohabitent aujourd'hui dans l'enseignement public, que ce soit du primaire à l'enseignement supérieur, et je terminerai là-dessus, c'est parfois, à défaut d'éduquer, c'est aussi de montrer qu'il y a d'autres solutions qui sont possibles. Vous l'avez dit, un des problèmes de ces plateformes, c'est le design. Elles sont conçues, et donc il y a des choix, il y a des humains qui font des choix de conception de ces plateformes pour capter l'attention et pour monétiser l'attention. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la possibilité de proposer des alternatives? Alors ok, France Réseau Social, ça ne va pas faire rêver tout de suite, mais en tout cas de pousser, il y a des alternatives qui existent, je sais que ce n'est pas forcément évident. Est-ce que ça ne peut pas aussi être le rôle de la puissance publique? Pourquoi vous n'êtes pas sur Quais? Moi, je suis sur Quais. C'est un réseau social qui a été développé par une start-up normande. J'ai publié un truc, mais comme on était 200 dessus, j'ai assez vite arrêté. Et donc, en fait, oui, c'est mal les multinationales. C'est le capitalisme. Et en même temps, pourquoi je suis dessus, et vous aussi, c'est parce qu'en fait, il y a un nombre d'utilisateurs qui est suffisamment important pour que je puisse trouver une pluralité de choses et en fait aussi, par ailleurs, voilà, une puissance d'ingénierie, même si celle-ci est de plus en plus facilement accessible, qui fait que l'algorithme va bien me cibler. Et que, bien me cibler. Je sais pas, parce que quand j'ouvre mon Facebook, comme j'ai pas eu les mêmes réactions à un moment donné que sur mon Insta, j'ai pas exactement les mêmes stories qui s'affichent, enfin les mêmes réels qui s'affichent. Sur Facebook, je vais voir des vidéos à la con de gens qui descendent des pentes de ski, quoi. Voilà, alors que sur Instagram, je verrai plutôt des vidéos de parents parce que je suis jeune père. Donc voilà. Mais c'est juste qu'ils m'ont pas du tout ciblé pareil. Bon, mais ça me dit quelque chose quand même de moi. Et ça me capte mon attention. C'est de la merde, je perds mon temps, mais je suis conscient, comme on évoquait tout de suite, de l'algorithme, mais j'arrive pas à m'en protéger pour autant.
mais quand même je suis dessus, et c'est une multinationale, et je connais les risques. Donc c'est pour ça que pour moi c'est quand même à l'État de réguler l'algorithme et de réguler les effets additifs. Parce que même moi, même si je suis conscient, j'arrive pas à m'en protéger. La question des alternatives, donc, elle est très facile, c'est-à-dire qu'à chaque fois on dit qu'il faut des alternatives, mais en fait, des alternatives qui arrivent à conquérir leur marché, c'est toujours compliqué, parce qu'il faut qu'elles rencontrent aussi une demande. Tout le monde a dit Hello Critics à la fac, tout le monde est parti sur Blue Sky. Maintenant, ce qui est bien, c'est que quand un chercheur fait un tweet sur Blue Sky, il touche les gens de son labo. Voilà, c'est super. Non, je rigole, mais on n'est pas très loin quand même. Donc, voilà, et donc il faut, oui, évidemment, des services, il faut de l'éducation, et puis je suis d'accord avec votre propos de manière générale. En fait, la politique ne doit pas courir, mais chercher à anticiper. Le problème, c'est que c'est toujours difficile d'anticiper un monde qui évolue extrêmement vite et de plus en plus vite. Donc c'était assez facile d'anticiper avant la révolution industrielle les enjeux et les besoins, mais en fait avec l'augmentation, et je m'arrête là, des innovations technologiques et de rupture et leur rapprochement dans le temps et les effets sociaux induits, c'est vrai que c'est très compliqué d'imaginer, même si on cherche à le faire. Par exemple, moi je travaille d'un point de vue programmatique sur ce que peut être le programme de mon parti pour la présidentielle et donc du coup les 10 ans qui viennent. Comment est-ce qu'on arrive à anticiper les impacts de l'IA par exemple sur le travail et la régulation qui va avec? C'est extrêmement difficile. Voilà. Qu'est-ce que ça a comme impact en termes de fiscalité? Qu'est-ce que ça... Voilà, donc même les plus grands spécialistes sont eux-mêmes en incapacité de dire, enfin moi j'en ai discuté par exemple avec Arthur Mensch, de dire exactement, concrètement, qu'est-ce que ça va être l'impact de tout ça. Donc du coup c'est extrêmement difficile aussi à réguler. Et puis tout à l'heure vous aviez répondu sur la question des multinationales. On peut éventuellement les interdire, c'est le levier puissant européen, mais on ne peut pas démanteler Google et Facebook, donc sur la question du capitalisme. Il me semble qu'il ne reste pas beaucoup de temps. J'ai retenu 2 dernières questions. Je demande de faire très court et peut-être aussi pour la réponse, s'il vous plaît. Pardon, je suis là-bas. Non, c'est normal, on continuerait bien. C'est bon. Oui. Bonjour, monsieur le député. Je suis une jeune socialiste de Savoie. Je me précise par rapport à ma réponse de tout à l'heure. J'ai déjà la porte des écrans, surtout pour l'actualité et les langues. Et pour votre question, les algorithmes peuvent aussi exposer rapidement à des contenus problématiques ou intrusifs. Du coup, est-ce que l'éducation numérique suffit vraiment ou faut-il renforcer la responsabilité des plateformes? Bien, c'est une vaste question. L'éducation numérique ne suffira jamais et il faut renforcer la responsabilité des plateformes. Voilà, j'ai répondu rapidement. Merci beaucoup pour votre question, monsieur. On passe à la dernière. Merci pour votre intervention. Moi, je voulais vous poser une question pour revenir tout au début de ce qui a été dit par rapport à la définition du réseau social. En fait, on a beaucoup parlé de la définition du réseau social du GAFAM avec plus de 40 millions d'utilisateurs, mais on sait, et ça a été dit, que beaucoup de plateformes qui ne sont pas forcément d'ailleurs des réseaux sociaux de base et qui le deviennent par destination servent de moyens de communication et exposent à différents canaux, enfin servent de canaux pour différentes atteintes, notamment sur les mineurs. Et ça, c'est sans parler aussi des forums plus confidentiels, mais plus réservés à des initiés. Comment est-ce qu'aujourd'hui on essaye de prendre en compte, et est-ce qu'on essaye d'ailleurs de prendre en compte ces autres plateformes, ces autres types de réseaux sociaux qui ne se le revendiquent pas pour ces réglementations qui s'y appliqueraient de fait? Alors oui, on essaie. Déjà, le cadre européen, le DSA, ne s'applique pas qu'aux VLOP, Very Large Online Platforms avec l'accent, mais aussi aux SLOP, Small, les petites. Et donc du coup, même les petites plateformes ont des obligations de déclarer par exemple des représentants dans l'Union européenne, de rendre le cas échéant des rapports, parce qu'il y a un niveau intermédiaire, mais à partir de je ne sais plus combien de milliers d'utilisateurs, vous devez rendre aussi des rapports de transparence et être régulé par des autorités nationales d'un État membre. Bon, le problème c'est que la plupart, en tout cas quand elles sont extra-européennes, vont aller s'immatriculer à Chypre, où il y a à peu près 10 personnes ou 5 au service équivalent à l'ARCOM. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour ce service de réguler effectivement ces plateformes. Mais c'est un enjeu. On l'a vu l'été dernier avec par exemple l'affaire Jean Porbanov sur la plateforme Kik. Personne presque peut-être dans cette salle ne connaissait la plateforme Kik.
Et néanmoins, il y avait des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui, en France, regardaient chaque jour ce gars subir des brimades, des humiliations et qui ont conduit jusqu'à son décès. Donc, oui, la régulation de l'ensemble des plateformes est nécessaire. Le droit, normalement, les régule déjà, mais le problème, c'est l'effectivité de cette régulation et les moyens des régulateurs. Aujourd'hui, on n'en a pas parlé, mais l'ARCOM, le service de l'ARCOM chargé du contrôle des obligations, je parle pas de, ils ne sont pas là dans la justice, mais juste dans le respect des obligations administratives, c'est 21 personnes, 21 ETP, l'équivalent temps plein. Donc, vous avez des demi-bouts de personnes dans nos 3 services, mais malgré tout, c'est faible par rapport aux enjeux rien que sur le territoire national. Si on regarde du côté des contenus produits problématiques, Pharos et Thésée, qui gèrent l'ensemble des plaintes en ligne, c'est à peu près 150 personnes. La DGCCRF, tout ce qui va être l'illégalité en ligne, c'est 15 personnes, d'un point de vue commercial. Donc voilà, on est des nains en termes de moyens par rapport aux enjeux qui sont devant nous. Merci, il est temps de clore ces échanges, cette table ronde. Alors je remercie nos invités, Marine Poxic, Arthur Delaporte, pour ces échanges riches. Merci à Cécile Deschamps de la Fondation, merci au laboratoire SERGAF pour son soutien. Merci également à Wafia Meguirech, sans qui cet événement n'aurait pas pu être organisé, et Mallory Bellin également. Pour finir, je voudrais avoir une petite pensée pour une professeure de psychologie qui nous a quittés récemment, Séverine Herel, et qui était très investie dans les problématiques du numérique, et à qui on doit notamment l'ouvrage Les enfants et les écrans, entre autres. Voilà. Merci à vous tous.